vivent. Justement, on souffre actuellement du confinement parce que le monde entier souffre bien sûr de cette pandémie de coronavirus. Mais heureusement, il y a cette technologie qui nous permet le contact avec nos collègues, nos étudiants, et pourquoi pas, ça va nous permettre d'échanger de temps en temps des connaissances et de diffuser des cours justement via le net pour que l'intérêt soit collectif. Donc je remercie tous les responsables de l'université Mohamed Boudiaf de Msila de nous avoir offert cette occasion pour contacter nos étudiants. Je remercie spécialement Monsieur le recteur qui n'a jamais cessé à encourager ces initiatives, et j'encourage Monsieur Kamel Hregni qui veille à ce que cette technologie, bien sûr, ait un usage général chez les étudiants. Donc, sans tarder, j'attends s'il y a encore des étudiants. Je ne sais pas. Kamel, il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai rien entendu ». C'est pas grave. L'essentiel, je vais commencer directement. Bon, j'ai choisi comme intitulé pour mon cours « Didactique de la lecture ». Ici, je mets en exergue une notion très importante de la didactique de l'écrit. La lecture, c'est la situation, c'est la position où l'interlocuteur est dans une position de récepteur dans la situation de communication écrite. Donc, la didactique s'intéresse à cet acte pour que, bien sûr, l'apprentissage de cet acte soit meilleur dans la classe et pour favoriser beaucoup plus l'acquisition des savoirs, parce que grâce à la lecture, on acquiert des savoirs davantage. Donc, bonjour de Constantine. Bonjour à tous. Bon. Seulement, actuellement, dans le domaine de la langue, de la didactique des langues et cultures, on s'intéresse à l'acquisition de l'écrit parce que le degré de développement dans tous les pays du monde se mesure actuellement par rapport à la littératie. Et si on parle de la littératie, on parle de la maîtrise de l'écrit au sein de la société. Et chaque société qui tient les commandes de l'écrit peut aller plus loin. D'ailleurs, la didactique de la lecture s'intéresse à toutes les réflexions et les études des conditions et des modalités de l'appropriation de l'écrit en classe. Didactique de lecture s'intéresse bien sûr à l'apprentissage de la lecture spécialement. Justement, j'ai choisi pour mon intervention des notions beaucoup plus puisées dans la psychologie cognitive et dans la linguistique textuelle. Je vais, durant cette séance, présenter des définitions de la lecture, et là-dessus, j'ai choisi celle qui s'intéresse au côté cognitif. J'ai évité tout ce qui est systématisation, tout ce qui est déchiffrage. Durant cette séance aussi, je vais présenter les stades d'acquisition de l'écrit au sein de la société et aussi les méthodes d'enseignement-apprentissage. Ici, je vise méthode et je ne vise pas méthodologie. Les méthodes d'enseignement-apprentissage de la lecture. Et enfin, je vais présenter les principaux modèles de lecture. Bon, pour commencer, je commence par une définition, bien sûr, que je vois globalisante et qui touche vraiment à cette notion de lecture. Lire, c'est traiter avec les yeux un langage fait pour les yeux. Donc, pour surtout les psychologues cognitivistes, la lecture est un processus visuel. Processus visuel, là où l'apprenant
Euh, Bien sûr, bien, je ne dis pas l'apprenant seulement, mais tout utilisateur au sein de la société reçoit l'information par la réserve sensorielle, par les yeux, et bien sûr, les yeux envoient le message à la réserve sensorielle, et plus tard, l'information va être traitée dans la mémoire à court terme et puis à long terme. Lire, c'est donner directement du sens à l'écrit, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiaire ni de déchiffrement ni de l'oralisation. Donc ici, la lecture, c'est un processus direct. Ce n'est pas un processus indirect. On ne doit pas passer par le déchiffrement ou la prononciation des phonèmes. Lire, c'est questionner l'écrit à partir d'une attente réelle dans une vraie situation de vie. Donc ici, l'écrit trouve son usage au sein de la société en l'interrogeant. Bien sûr, si on veut, par exemple, aller pour faire ses courses, on choisit le lieu dans lequel on entre par rapport à l'enseigne du magasin. Si on veut acheter du pain, par exemple, on choisit, on se dirige directement vers une boulangerie par rapport à son enseigne. Si on veut, par exemple, faire des courses dans un supermarché, bien sûr là où il y a de différents produits, on va aussi se diriger par rapport à l'enseigne qu'on trouve en dessus du portail du magasin. Lire, c'est lire de vrais écrits, des noms de rues, un livre, une affiche, un journal, au moment où on a vraiment besoin. Donc ici, la lecture sert d'outil pour accéder au savoir et quand même, il y a un étudiant qui dit on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ici, si on parle par exemple de l'usage, bien de l'importance de la lecture au sein de la société, si par exemple on est en voiture et on est dans une ville qu'on ne connaît pas, ici, si on ne maîtrise pas la lecture, on ne peut pas se débrouiller facilement. On va perdre du temps, on va peut-être galérer en cherchant quelqu'un pour nous montrer qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc ici, la maîtrise de la lecture permet de bien sûr connaître son itinéraire, permet d'avoir le plaisir quand on lit un livre, permettre aussi d'acquérir l'information recherchée en lisant un article, en lisant un journal, en lisant euh, une revue, un livre de spécialité, etc. Bon, il y a une autre définition. Dans cette définition, bien sûr, elle est assez récente et qui puise, bien sûr, ses ressources dans la psychologie cognitive. Marie Gossel définit la lecture comme la capacité à établir des relations entre les séquences de signes graphiques d'un texte et les signes linguistiques propres à une langue naturelle, phonèmes, mots, marques grammaticales. Mais c'est aussi la prise de connaissance du contenu d'un texte écrit. Donc ici, on est beaucoup plus dans le cognitif et on s'éloigne de tout ce qui est pédagogique. Et ici, quand on cherche des définitions, il faut les chercher toujours dans des ouvrages ou des dictionnaires de spécialité. Car le dictionnaire de langue nous donne beaucoup plus des définitions simplistes. Par exemple, si on cherche dans le dictionnaire Larousse ou Robert, on trouve comme première définition pour la lecture action de lire. Et ici, on doit chercher c'est quoi lire pour comprendre c'est quoi la lecture. Lire dans ces dictionnaires de langue, c'est connaître les lettres et savoir les assembler en mots. Et dans une autre définition simpliste aussi, on dit, bon, alors, oui, merci Abbas pour l'information. Pour ceux et celles qui n'entendent pas, soyez sûrs que le problème réside soit dans le moteur de recherche, soit la connexion. Donc, je vous conseille d'utiliser Google Chrome. Bon, je le note ici. Google Chrome. Google Chrome, c'est le meilleur navigateur qui permet de
de se connecter à l'aise. Bon, euh, justement, comme je viens de le dire, un dictionnaire de langue ne donne pas une définition parfaite, une définition bien sûr qui satisfait les interrogations, surtout des académiciens. Justement ici, les situations quotidiennes de la vie démontrent que la lecture est un moyen. Bon, problème de connexion.
Désolé pour cette coupure, c'est à cause de la connexion. Désolé. Bon, je continue. Je continue. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lecture est indispensable dans la vie quotidienne. On a besoin de lire pour s'informer, pour gérer pas mal de choses au sein de la vie quotidienne. Avant d'entrer, oui, je continue, très bien. Avant d'entrer à l'école, on peut acquérir la lecture, mais ce n'est pas comme la façon avec laquelle on apprend la lecture à l'école. Bon, justement, c'est pour cette raison, en psychologie cognitive, on a parlé de stades. Les stades, bien sûr, permettent de prévoir la manière avec laquelle on intervient en classe. Justement, ici, si on observe, ou bien si on remarque les enfants dans la vie sociale, ils commencent à connaître les écrits et puis les reconnaître dans des situations différentes. Par exemple, le téléphone portable, quand un enfant, avant l'âge de 5 ans, avant l'âge de l'école, par exemple, quand il voit le nom de son père, il va directement le reconnaître, soit par rapport à sa silhouette, soit par rapport la première lettre avec laquelle le mot commence. Et ici, l'enfant n'est pas encore dans un stade qui lui permet de connaître les lettres ou de connaître l'alphabet. Bon, ici, les stades, selon bien sûr Éric Jamet, lorsque l'enfant va apprendre à lire, il va au départ utiliser les connaissances qui sont à sa disposition pour diversifier progressivement ses modes de reconnaissance du mot. Donc ici, les stades permettent, comme je viens de le dire, aux didacticiens de prévoir les méthodes qu'il faut pour enseigner la lecture en classe. Le premier stade, stade logographique, de 3 à 6 ans. Dans ce stade, l'enfant s'appuie sur des indices perceptifs pour reconnaître les mots et les prononcer. D'ailleurs, ici, je peux donner l'exemple des analphabètes qui n'ont jamais, bien sûr, appris à l'école. Ils connaissent tous le mot, par exemple, flexi. Le mot flexi, c'est un mot connu en Algérie, réputé en Algérie. Ce mot, bien sûr, quand on le trouve, même chez un mécanicien, on comprend qu'il s'agit, bien sûr, de quelqu'un qui peut recharger le compte du téléphone. Donc, on se dirige directement vers le lieu pour recharger son téléphone. La même chose, par exemple, pour quelques, par exemple, logos, quelques publicités. Les enfants, maintenant, s'ils regardent la télévision avec leurs parents, ils peuvent facilement reconnaître les mots, par exemple, de certains produits autour desquels on fait des publicités à la télé. Le stade de Le deuxième stade, c'est le stade alphabétique. À ce stade, bien sûr, ce stade qui commence de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge jusqu'à l'âge de 7 ans, dans ce stade, l'enfant commence à repérer les correspondances phonographiques. C'est-à-dire, il peut reconnaître les lettres dans les mots et il peut également il peut les, il peut aussi justement reconnaître les lettres et il peut les associer à certaines lettres, c'est-à-dire
les consonnes et les voyelles, il peut les associer pour prononcer des voyelles, des syllabes. Le troisième stade, le stade orthographique. Ce stade commence à partir de l'âge de 7 ans. Donc, à l'âge de 7 ans, ici, l'enfant commence à se rendre compte des normes de l'orthographe, c'est-à-dire les marques du pluriel, les marques du féminin, etc. Bon, les méthodes d'enseignement-apprentissage de la lecture. Ici, quand on parle de la lecture en tant qu'acte, on ne peut pas arriver, bien sûr, à un stade pour, bien sûr, un lecteur habile sans passer par des étapes d'apprentissage. Parmi ces étapes d'apprentissage, bien sûr, c'est le fait de commencer à apprendre le code au sein de l'école. Justement, pour ce faire, il y a des méthodes qui ont été créées par les pédagogues auparavant, actuellement on parle de didacticiens. Les pédagogues ont proposé, bien sûr, comme première méthode, la méthode synthétique, appelée aussi méthode syllabique. Cette méthode syllabique, bien sûr, elle remonte jusqu'à la Grèce antique, jusqu'à, bien sûr, la civilisation grecque. Cette méthode, elle est très simple et connue par tout le monde. Même les parents peuvent l'utiliser pour enseigner la lecture à leurs enfants à la maison. Cette méthode commence par l'acquisition des lettres et puis passe à l'acquisition des syllabes. L'acquisition des lettres, bien sûr, pour le français par exemple, les 26 lettres. L'enfant les apprend par cœur et puis il passe au montage des syllabes. Mais cette méthode a beaucoup d'inconvénients. Justement, avant de parler de ces inconvénients, on parle de ces étapes. La première étape, c'est l'acquisition des lettres. Et si on parle de l'acquisition des lettres ici, on parle des noms de lettres, les appellations des lettres, pas la prononciation de ces lettres. Le stade de la syllabe, c'est-à-dire le fait d'assembler les lettres et bien sûr, de les assembler à leur prononciation. Assembler, bien sûr, syllabe à un phonème, etc. La lecture des mots, après le stade de la syllabe, on passe à la lecture des mots, et enfin, on passe à la lecture des phrases, et puis la lecture des lettres, pardon, des textes. Parmi les inconvénients, bien sûr, il y a l'apprentissage des signes sans les comprendre. Quand on apprend, par exemple, en français A, B, C, D, E, F, donc ici, on apprend des choses abstraites. Abstraite pour l'enfant, bien sûr, il va se poser la question, qu'est-ce que j'apprends ici, de quoi s'agit-il? Et le problème va, bien sûr, être de plus en plus grand quand on commence à faire le montage des syllabes, là où il y a des contradictions, là où il y a des cas particuliers, des cas exceptionnels. Par exemple, on fait apprendre à l'enfant A, B, C, et puis on lui dit, par exemple, B plus A, c'est bas. L'enfant directement va travailler avec intelligence. Il va penser que toutes les lettres ou bien toutes les syllabes fonctionnent ainsi. Par exemple, quand il arrive à la lettre C et quand il lui ajoute la voyelle A, il va prononcer directement ça. Quand l'enseignant lui corrige, il ne va pas assimiler bien sûr cette correction, il va résister. Il va résister un petit peu à bien sûr, cette façon de faire les choses. Donc, cette méthode induit la perte du goût de la lecture. Parmi aussi ces inconvénients, elle se fait en classe d'une manière collective et elle oblige les élèves à avancer en même temps. Donc, elle ne prend pas en considération le rythme d'apprentissage de chaque apprenant. Parce que cognitivement parlant, chaque apprenant a un rythme d'apprentissage. Il y a des enfants qui apprennent plus vite et il y a des apprenants qui ont
un rythme moyen et d'autres qui ont un rythme d'apprentissage lent. Donc, cette façon d'enseigner d'une manière globale au sein de l'école ne permet pas, bien sûr, d'enseigner d'une manière convenable. Et surtout, c'est une méthode qui bloque un petit peu les apprenants qui ont des connaissances antérieures ou qui sont dans un stade avancé dans l'acquisition de l'écrit. Bon, enseignement collectif, comme je viens de le dire, qui oblige tous les élèves à avancer en même temps, selon un rythme monotone, ce qui empêche bien sûr les apprenants initiés à la lecture ou les apprenants doués à passer à des étapes avancées. Deuxième méthode, c'est la méthode synthétique. Méthode synthétique ou analytique. Cette méthode, oui, ici, on peut parler ici des modèles ascendants. Non, méthode et modèle, c'est pas la même chose. Je vais arriver au modèle plus tard. La méthode, c'est une étape qu'on suit, bien sûr, pour acquérir les connaissances de base de la lecture. Mais le modèle, quand on est dans un stade avancé, on va utiliser nos connaissances pour aborder un texte. Je vais arriver à cela tout à l'heure. Bon, je descends un petit peu. La méthode synthétique. Maintenant la méthode stade d'acquisition 3, 4. La méthode globale. Justement, avant de parler de la méthode semi-globale, on parle de la méthode globale. La méthode globale ou analytique. Cette méthode commence par le texte ou la phrase jusqu'à la lettre. Ici, généralement, on propose aux apprenants des phrases et on leur demande de comparer les mots là où il y a les mêmes phonèmes et puis extraire la lettre et à la fin, on fait le montage de syllabes. Elle est justement dans son fonctionnement, elle fonctionne contrairement bien sûr à la méthode précédente, la méthode analytique. Les étapes bien sûr de cette méthode, elle commence par la préparation des acquisitions globales, c'est-à-dire préparation des phrases usuelles ou des phrases bien sûr qui relèvent de l'environnement immédiat de l'apprenant. On ne peut pas proposer n'importe quelle phrase, mais généralement des phrases qui relèvent de l'environnement immédiat de l'enfant. Et cette méthode est adéquate beaucoup plus, notamment dans un milieu où la langue est maternelle, ou pour l'enseignement de la lecture des langues, dans les langues idéographiques ou idiophoniques, comme le chinois par exemple. Le chinois, c'est une langue qui n'a pas d'alphabet, c'est une langue là où toute une phrase peut être représentée par une graphie. Bon, comme je viens de le dire, parmi les étapes, le stade de préparation des acquisitions globales, c'est-à-dire on prépare les supports, on prépare les phrases ou bien sûr les situations dans lesquelles on va apprendre. Stade des acquisitions globales proprement dites, c'est-à-dire ici on présente la phrase à étudier aux apprenants, on les fait répéter cette phrase et puis on essaie d'amener les apprenants à faire la comparaison entre des mots là où il y a des syllabes bien sûr qui se ressemblent, faire extraire les mots et puis faire extraire les syllabes et enfin extraire la lettre et soumettre la lettre bien sûr à un montage syllabique surtout avec les voyelles restantes. Bon, parmi les inconvénients
de cette méthode globale, les apprenants ne peuvent pas évoluer en même temps pour des raisons psychologiques et cognitives. Ici, il y a des enfants qui ont une capacité d'assimilation bien sûr satisfaisante. Ils peuvent assimiler le plus grand nombre possible de mots. Les enfants qui ne l'ont pas, ils vont bien sûr souffrir. Dans un texte, l'apprenant ne peut pas se débrouiller face aux mots nouveaux, car il ne sait pas déchiffrer. Donc, parmi les inconvénients de cette méthode, c'est que quand l'enfant acquiert par cœur les mots dans leur globalité, il va les chercher dans un texte et il va les identifier. Et quand il se trouve face à un mot qu'il ne connaît pas, il va pas pouvoir se débrouiller. L'apprenant dépend toujours à une personne tierce qui devrait lui lire les mots pour qu'il les reconnaisse. Donc, justement, dans la méthode globale, l'enseignant doit toujours être présent avec ses apprenants. Quand il leur propose un texte, il doit leur lire le texte pour qu'ils puissent comprendre, ou bien pour qu'ils puissent identifier les mots. C'est-à-dire, quand ils entendent le mot, ils vont chercher, selon l'ordre des mots dans le texte ou dans la phrase, chercher à quoi correspondent les phonèmes, bien sûr, aux mots qui sont dans le texte. Et c'est une manière, bien sûr, qui rend l'apprenant toujours dépendant à son enseignant. Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Troisième méthode, c'est la méthode mixte. La méthode mixte, c'est celle avec laquelle on a appris la lecture en langue française pendant les années 80, les années 90. Je vous rappelle ici, bien je vous envoie dans le passé à la fameuse expression Selma va à l'école. Ce livre, bien sûr, ce fameux livre, ce fameux manuel scolaire avec lequel on a appris la première fois la lecture, la méthode avec laquelle on a appris la lecture, c'était la méthode mixte. Elle est appelée aussi méthode semi-globale. C'est une méthode qui combine les avantages des deux méthodes précédentes. C'est-à-dire, elle est globale et elle est analytique en même temps. Donc, cette méthode commence par des structures globales, des textes ou des phrases, souvent acquises lors des séances de langage. Cette méthode, bien sûr, permet aussi la liaison entre l'oral et l'écrit. On commence par l'acquisition du langage oral, le jeu de scénettes ou l'expression orale par rapport, bien sûr, à des figurines. Et puis, quand on apprend par cœur une phrase, on va la trouver dans le livre. Et quand on la trouve dans le livre, on va reconnaître les mots. On va faire correspondre les mots entendus aux mots écrits. Et puis, on va faire le montage, ou bien l'extraction des mots là où il y a des syllabes qui se ressemblent. Et puis, les syllabes qui se ressemblent, on va les comparer. On va extraire la lettre et on va faire de nouveau un montage de syllabes avec plusieurs voyelles, et puis on passe à la répétition de mots là où ces lettres extraites figurent. Et après avoir terminé cette phase, on passe à une autre phase, là où on réutilise les mots acquis par cœur dans un texte et on propose de nouveaux mots. De nouveaux mots là où l'apprenant doit utiliser ses connaissances sur le montage de syllabes pour les déchiffrer. Et bien sûr, avec le temps, il va apprendre à reconnaître les mots et à bien sûr construire le sens à partir bien sûr du contexte, c'est-à-dire à partir des mots qui entourent le mot qu'il ne connaît pas. Bon, parmi les inconvénients de cette méthode mixte, Claudette Corner a parlé de problèmes psycholinguistiques tels que la dyslexie et la dysorthographie.
Donc, à force, bien sûr, de soumettre l'enfant à un processus de systématisation, l'apprenant, bon, certains apprenants, je ne dis pas tous les apprenants, vont bien sûr souffrir de la dyslexie ou de la désorthographie. Dyslexie, c'est-à-dire difficulté à lire, désorthographie, c'est-à-dire écrire le mot sans respecter les normes de l'orthographe. Maintenant, après avoir bien sûr fait l'aperçu sur les méthodes de l'enseignement-apprentissage de la lecture, on passe à une autre notion, c'est la notion de modèle. Et ici, justement, comme vous voyez sur l'écran, il y a une situation bien sûr de départ. Dans cette situation, je vous propose deux énoncés. Le premier énoncé, énoncé 1, je vous lis l'énoncé. Pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie de l'enfant. Et ici, je pense que chaque utilisateur ou chaque lecteur, quand il est face à cet énoncé, il ne va pas comprendre de quoi s'agit-il. Pourquoi? Parce qu'ici, les mots sont nouveaux. Pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie. Désolé, désolé pour les problèmes techniques. Je pense que tout le monde, bien, la majorité a ce problème. Actuellement, bien sûr, vu les moments de confinement, la connexion, bien sûr, s'interrompt de temps en temps. Désolé. Donc, peut-être on va, Kamel, si tu m'entends, on va procéder à une autre façon d'agir. Peut-être on va enregistrer des vidéos et on va les diffuser sur une page, ou bien sur une chaîne spéciale pour l'université sur YouTube. Bon, je reprends. Maintenant, comme je viens de le dire tout à l'heure, une fois on lit le premier énoncé, on procède à une manière ascendante, c'est-à-dire on commence par la lettre, puis le mot, puis la phrase. Pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie de l'enfant. Donc ici, j'aborde l'énoncé comme si je n'ai jamais vu ces mots-là. Pour la deuxième situation, on trouve un titre, psychopédagogie. Psychopédagogie. La notion est définie comme pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie de l'enfant. Donc ici, la définition, elle est prise du dictionnaire Larousse. Ici, la manière avec laquelle on a lu, ce n'est pas comme celle avec laquelle on a lu le premier énoncé. D'ailleurs ici, la première chose qui nous attire l'attention,
c'est le mot psychopédagogie qui est écrit en gras. Ce mot psychopédagogie, bien sûr, qui est écrit en gras, nous permet, bien sûr, de construire un sens ou bien d'émettre des hypothèses avant de commencer à lire l'énoncé. Et ici, si on a des connaissances antérieures, on va directement les évoquer pour lire cet énoncé et pour construire son sens. La notion est définie comme pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie de l'enfant. Larousse 2017. Donc, les deux définitions appartiennent à la notion de psychopédagogie. Dans la première, il n'y a pas de paratexte ou de péritexte, ce qui rend difficile la compréhension. Donc ici, on procède à un modèle. Et quand on a des connaissances, bien sûr, qui entourent quand on a des éléments qui entourent le texte et qui nous font évoquer des connaissances antérieures, on procède à un autre modèle. Donc ici, on arrive à la notion de modèle. Modèle, il est différent par rapport à méthode. Méthode, c'est une façon progressive avec laquelle on acquiert les principes de base, les notions de base, et modèle, c'est la manière avec laquelle on aborde un écrit quand on est lecteur habile ou bien quand on est un lecteur complet. Bon, ici, je passe bien sûr au premier modèle. Le premier modèle, bien le premier type de modèle, c'est les modèles du haut vers le bas. Ça n'a pas. Le premier type de modèle, les modèles du bas vers le haut, connu en anglais avec le nom bottom-up. Ce sont des modèles, bien sûr, là où l'utilisateur commence par la lettre, puis la syllabe, puis le mot, arrivant enfin à la lecture de la phrase tout entière. Bon, ces modèles, bien sûr, on les utilise souvent quand on n'a pas assez de connaissances sur le texte qu'on lit. On les utilise aussi quand on est débutant en lecture. On les utilise aussi quand on lit des romans. Quand on lit des romans, généralement, on commence par des préfaces, on commence par des chapitres, là on présente les lieux, les personnages, etc. Donc, dans cette lecture, on a besoin d'une lecture du bas vers le haut. Bon, pour ce modèle, justement, s'appuie essentiellement sur la manière avec laquelle on apprend la lecture, c'est-à-dire la méthode synthétique, syllabique. C'est-à-dire, on s'appuie toujours sur la manière avec laquelle on chiffre les mots, puis les phrases, et en arrivant enfin à faire justement la collecte des données et arriver à construire le sens du texte en général.
Justement, pour ce modèle, on considère dans les modèles du bas vers le haut, on considère l'écrit comme une simple retranscription de l'oral. L'élément simple de la langue est la lettre. On part du simple vers le complexe. Justement, ici, on applique le principe du bas plus A se prononce bas. Donc ici, on commence par le déchiffrement. On associe les lettres entre elles pour former des syllabes, puis des mots. Et on passe par la suite à la phrase. La compréhension en suivant ces modèles passe par la lecture à voix haute, à la répétition pour créer des automatismes. On ne se soucie pas de présenter de vrais textes aux lecteurs débutants. Il faut que les textes contiennent des graphèmes à étudier. Les lecteurs novices sont souvent invités à lire des lettres et des syllabes isolées, de même que des mots et des phrases sans établir aucun lien entre eux. On ne propose pas de but pour la lecture à l'élève. La lecture n'y est pas une lecture fonctionnelle. Donc ici, pour le modèle, pour un élève, c'est une chose, et pour un lecteur, bien sûr, accompli, c'est une autre chose. Pour l'élève, il passe toujours, comme je viens de le dire, par le stade de lettres, stade syllabe, stade phrase, et puis il arrive finalement à comprendre le texte. Contrairement à ce modèle, il y a les modèles du haut vers le bas, appelés en anglais plutôt top-down. Ce sont des modèles qui se basent sur la construction du sens. Dans ce type de modèle, le sens du texte commence à se construire au début de la lecture, à partir de formulation d'une hypothèse. Cette hypothèse, bien sûr, formulée à partir des connaissances antérieures et des indices visibles du texte, le paratexte et le péritexte, permettent, du haut vers le bas. Ce n'est pas du bas vers le haut, c'est le modèle du haut vers le bas. Le modèle du haut vers le bas, top-down, c'est un modèle, bien sûr, là où on commence par le traitement des indices visuels pour émettre des hypothèses. Et ça permet aussi d'utiliser ces connaissances antérieures. Quand on est face à un texte, on n'a pas besoin de le déchiffrer. On va reconnaître directement le mot avec les connaissances qu'on a. On peut reconnaître un mot par rapport à sa silhouette, par rapport à sa forme globale. On peut reconnaître aussi le mot par rapport à la grammaire ou bien par rapport à la syntaxe, c'est-à-dire l'agencement des mots dans la phrase. Donc ici, pour ces modèles, bien sûr, qui prennent en considération les connaissances antérieures de l'apprenant, ces modèles, bien sûr, permettent une lecture en suivant un processus cognitif. Donc ici, il y a d'abord l'anticipation par le lecteur et il va vérifier bien sûr son anticipation par rapport aux indices visuels après une lecture silencieuse du texte proposé. Bon, justement, vous voyez le texte, je vous l'ai déjà partagé auparavant. La compréhension, bien sûr ici, elle est très indispensable. Goldman, l'un des théoriciens les plus connus, bien sûr en lecture, qui a élaboré un modèle du bon lecteur,
Et il a affirmé que la lecture est un jeu d'essais et d'erreurs où le lecteur choisit dans les signes graphiques les indices les plus productifs. Il anticipe la suite du texte, vérifie ses hypothèses. Donc, cette lecture, comme je viens de le dire, même pour la vérification, on ne va pas utiliser le déchiffrement. Parce que ici, généralement, quand on est face à un texte et quand on utilise ses connaissances antérieures, on va pas procéder généralement à une lecture en diagonale. Parce que pas mal de structures, on les vit, bien sûr, ou bien on les acquiert durant nos parcours, soit scolaires, universitaires, ou même dans la vie courante. Donc ici, ce modèle se base beaucoup plus, comme je viens de le dire, sur le traitement de l'information par rapport au contexte, soit le contexte linguistique, c'est-à-dire les informations données dans le texte, on va les traiter par rapport à leur contexte, soit par rapport au péritexte et au paratexte. Le péritexte, on l'a déjà abordé auparavant. Le péritexte est l'ensemble, par exemple, le caractère, le péritexte est le nom de l'auteur, le titre, etc. Le paratexte, c'est tout ce qui est illustration, tout ce qui est bien sûr mise en texte, etc. Bon, pour comprendre, justement, dans ce texte, comme je viens de le dire, il faut toujours émettre des hypothèses et on va les vérifier par rapport aux informations données dans le texte. Le dernier modèle, modèle interactif, et parfois on les trouve dans des écrits appelés modèles mixtes. Dans ces modèles, généralement, on utilise les deux, bien sûr, les deux façons d'agir face à un texte. On utilise ses connaissances antérieures si on a des indices visuels et on utilise le modèle du bas vers le haut si on n'a pas d'indices visuels qui nous permettent d'analyser ou bien d'aborder le texte. Et surtout quand on est face à de nouveaux mots, donc ici, on est obligé d'utiliser ces habiletés de déchiffrement. Les modèles interactifs. Donc, les modèles interactifs décrivent la lecture comme un processus de synthèse de l'information fournie simultanément à travers différents niveaux d'analyse, orthographique, syntaxique et sémantique. Donc ici, en suivant ce modèle, chaque utilisateur doit utiliser toutes ses connaissances en langue, ses connaissances sur la vie courante, ses connaissances sur l'environnement immédiat, ses connaissances dans le domaine donné pour, bien sûr, pour construire le sens du texte et bien sûr pour pouvoir acquérir l'information qui se trouve dedans. Parce que toujours, quand on parle de la lecture, on parle d'une situation de communication écrite. Le lecteur est un destinataire dans une situation de communication écrite. Et les expériences ont démontré que la lecture est le meilleur moyen pour acquérir un savoir durable. Justement, Alain Lieury a fait une expérience là où il a démontré que à travers la lecture, on peut acquérir le plus grand nombre possible de connaissances et on les garde pour une longue durée. Mais si on regarde un film sur la télévision, on peut peut-être raconter l'histoire brièvement, mais on ne peut pas raconter des détails. Et si on peut, par exemple, raconter de quoi s'agit-il dans un film, on peut, quand on est bien sûr juste après le film, on peut raconter peut-être des choses détaillées, mais après un moment donné, on oublie des détails. Donc, mais pour la lecture, une fois on maîtrise la lecture, on peut garder l'information peut-être jusqu'à devant. Notamment, cette information est intégrée dans des situations là où on travaille, là où on réfléchit, là où on... D'accord. Bon.
Donc ici, pour les modèles interactifs, nous allons voir prochainement l'un des modèles interactifs, c'est le modèle de Deschênes, qui a été présenté par Jocelyne Giasson dans son livre La compréhension des lectures, d'une manière détaillée. Bon, on va le voir prochainement pour, bien sûr, parler du deuxième point de la didactique de lecture, qui est la compréhension de l'écrit. Donc ici, pour les modèles, comme je viens de le dire, les modèles sont une manière pour aborder le texte. La méthode, c'est une étape avec laquelle on apprend les principes de base de la lecture. C'est ça la différence entre le modèle et la méthode. Je reviens maintenant à ces modèles interactifs ou appelés, comme je viens de le dire dans d'autres écrits, un modèle mixte. Le type ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut, domine lorsque l'information contextuelle n'est pas suffisante, et le type descendant du haut vers le bas domine lorsque le contexte permet l'anticipation. Cette anticipation n'est possible que si le lecteur a les connaissances requises pour comprendre le texte présenté. Pour ce faire, le sujet traité ne doit pas être totalement inconnu du lecteur. De plus, ce texte doit être un texte authentique qui permet l'utilisation du contexte par opposition à des textes construits à partir des phrases isolées. Pour comprendre un texte dans un cadre d'un modèle interactif, le lecteur doit utiliser des connaissances du monde et des connaissances linguistiques en relation avec les informations du texte. Bon, attendez une minute. Oui, oui, monsieur Regmi, je vais arriver à terme dans quelques instants. Bon, justement, avant de conclure, j'aimerais bien rappeler l'importance de la lecture au sein de la société et la possibilité d'acquérir la lecture au sein de la société. Ici, comme je l'ai dit au début de la séance, j'ai dit que dans la société, il y a des analphabètes qui peuvent acquérir des mots dans leur globalité et qui peuvent se servir de ces mots-là pour se débrouiller dans des situations de la vie courante. Un camionneur, par exemple, qui n'est jamais entré à l'école, quand il prend la route, il peut facilement reconnaître les lieux, bien surtout les panneaux routiers, qui indiquent les lieux. Il peut, par exemple, quand il veut aller à Oran, il peut éviter une bretelle au niveau de l'autoroute et il suit la flèche qui lui indique, par exemple, la ville d'Oran, bien la direction de la ville d'Oran. Et ici, euh, il, se, il procède à une manière bien procède à un modèle du haut vers le bas, un modèle global, là où il prend l'information dans sa globalité et il utilise ses connaissances antérieures, bien sûr, pour se débrouiller dans un temps limité. La même chose comme pour bien pour le fameux mot flexi, même des personnes qui n'ont jamais vu l'école peuvent aller recharger leur compte si une fois le mot flexi est écrit sur un magasin, au-dessus, par exemple, d'un portail. Donc ici, la lecture, si ne permet pas d'agir, on ne peut pas la considérer comme lecture. D'accord? Donc, moi, personnellement, dans ma présentation, j'ai évité toutes les définitions qui présentent la lecture comme un processus mécanique, c'est-à-dire assemblage des lettres, prononciation des lettres, déchiffrement. D'ailleurs, la psychologie cognitive a démontré que le passage par le déchiffrement empêche la compréhension. Justement, bien rend la compréhension de plus en plus difficile parce que, comme je l'ai dit en lisant la première définition, dire c'est recevoir bien sûr des signes par les yeux et ces signes bien sûr vont être traités directement dans la mémoire.
Si on procède au déchiffrement, c'est-à-dire à l'oralisation des mots, on va passer par une voie indirecte, ce qui, comme je viens de le dire, rend la compréhension très complexe et peut-être parfois on se fatigue avant d'arriver à comprendre le message. Donc c'est pour cette raison, quand on veut apprendre à lire aux enfants, il faut les habituer à lire avec les yeux. Ce n'est pas en bougeant les lèvres. Même si on bouge les lèvres, ici il s'agit d'une lecture oralisée, d'une lecture expressive qui va bien sûr gaspiller de l'énergie. Parce que quand on oralise un texte, mais quand on prononce, on fournit de l'énergie. Et justement, cette énergie qu'on va perdre va nuire à la construction du sens. Donc, ici, docteur Hregni me demande de conclure et d'être un peu bref. Donc, je pense qu'on doit mettre fin à cette séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance pour la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que les conditions soient meilleures qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première expérience. Il y a le problème de connexion qui a gâché un petit peu le suivi de ce que j'ai présenté. J'ai essayé d'être bref, je ne suis pas entré dans les détails des informations que j'ai données. Donc, je vais bien sûr remettre à votre disposition le document que vous voyez ici. Bon, pour conclure et avant bien sûr de vous dire au revoir, je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades du coronavirus et je souhaite qu'on se revoie de nouveau dans nos salles et dans nos amphis parce que vraiment, ces moments me manquent. Il n'y a pas mieux que le contact direct entre l'enseignant et ses étudiants. Je vous rappelle, comme je le dis toujours, le verbe se fait cher. Même si maintenant vous me voyez, vous m'entendez, mais il manque ce contact direct entre nous, il manque ces moments de vivacité, ces moments d'interaction qui sont toujours utiles. Merci de votre attention, chers étudiants. Merci, mon cher collègue Kamal Heragni, pour cette initiative. Je vous souhaite la réussite et je souhaite bien sûr la réussite pour tous les collègues qui vont passer après moi. Merci de votre attention. Au revoir. أستاذ